Bienvenue à toutes et tous, très heureuse de vous retrouver pour vous parler de la vitamine D aujourd'hui. Alors ouvrez grand vos oreilles, on est sur un sujet majeur là aussi, parce que toute carence, tout déficit en vitamine D, vous allez le voir, cause beaucoup de problèmes de santé. On va voir quels sont les bons taux, les vrais taux pour avoir une bonne santé à tous les niveaux. Comment se supplémenter également, à quel dosage, comment fonctionne aussi la synthèse, la fabrication de vitamine D, pour bien comprendre les enjeux et surtout pour que vous puissiez être les plus autonomes possibles dans votre supplémentation. Avant d'aller tout de suite sur le sujet de la vitamine D, vu qu'on est en plein calendrier de l'avant du podcast, j'ai fait il y a 2 jours un épisode sur les antinutriments et j'ai eu des questions. En voulant supprimer les antinutriments, donc cuisson haute température ou cuisson longue, est-ce qu'on ne supprime pas trop les bons nutriments ? Et j'avais une question de Martine qui me disait, alors je vais raccourcir un peu la question, mais qui me disait, ben voilà, il y a des crudivores qui sont en pleine énergie, qui mangent des légumes crus, des cajous, des graines, qui croient. La cuisson détruit de nombreuses vitamines, notamment la vitamine C. Et puis, elle me disait, tout comme les infusions, je ne fais jamais bouillir l'eau des fleurs, des feuilles, sinon il n'y a pas d'effet. Alors, pour moi, ce qui est important ici, c'est que de rappeler que dans cet épisode, mais dans tous les épisodes en général, je fais un focus sur un sujet. Donc quand, par exemple, je vous explique que pour les antinutriments et pour, par exemple, les solanacées, il est bon de les cuire plus longuement ou les cuire à haute température parce que les études nous montrent qu'on a 95% des antinutriments qui sautent, c'est un focus sur les solanacées. Ça ne veut pas dire que c'est toute votre alimentation, d'accord ? Donc pour moi, c'est pas tant qui est-ce qu'il faut croire ou pas, parce que les personnes me disaient, mais qui croire parmi tout ce qui se dit ? L'idée, c'est plus de savoir que oui, les antinutriments existent. Et ensuite, selon notre tolérance digestive, selon nos symptômes ou pas, selon nos ressentis, on va adapter. Mais il est important de réaliser que ces antinutriments sont bien présents. Parce que pour ma part, moi qui ai une alimentation qui est très végétale, j'ai dû apprendre en fait à végétaliser. Je me suis formée et j'ai vu dans ma pratique que des personnes qui végétalisaient ou qui avaient des régimes 100% crus, 100% végétaliens, sans avoir ces connaissances-là, à long terme, ils développaient des problèmes, surtout des problèmes au niveau digestif, ou des problèmes de déminéralisation, ou des problèmes de fatigue chronique, et donc toutes les conséquences que ça peut aussi générer par rapport à des carences ou des déficits. Donc là, l'idée, c'est surtout pas de dire cuisez tout à haute température, d'accord ? N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de bien regarder les titres, si je peux dire, des épisodes, c'est-à-dire que là, je vous parle juste des antinutriments et donc des cuissons spécifiques par rapport à ces aliments qui en contiennent en grande quantité. Donc si je reprends l'exemple du cru, des légumes, des oléagineux, du fait de consommer, de ne pas perdre trop de vitamines, c'est-à-dire que nos oléagineux, on va les faire tremper germer. Pour ce qui est des fruits et des légumes qui contiennent peu d'antinutriments, on va les faire cuire à la vapeur. On va pouvoir aussi en manger cru si on a un bon feu digestif, si on les digère bien, surtout au printemps, à l'été. Souvent durant l'hiver, je conseille au moins de cuire à la vapeur douce pour avoir une température plus chaude. Et donc pour tous les aliments qui n'ont pas d'antinutriments, c'est-à-dire ceux que j'ai présentés mardi, eh bien là on va respecter les règles de nutrition santé et en termes de cuisson, on va plutôt être sur des cuissons à basse température ou en effet, comme je le disais, cuisson à la vapeur douce. Et c'est important pour moi de prendre le temps de répondre à ces questions parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup et c'est pourquoi je fais un calendrier de l'Avent en podcast et non en post Instagram ou en ces contenus très rapides parce qu'on a tendance en fait à avoir une information et à filtrer cette information par rapport à nous, ce qu'on fait, par rapport à ce qui nous intéresse, par rapport à nos habitudes, par rapport à là où on met notre focus en fait. Et moi, ce que j'essaie de faire depuis que j'ai créé ce podcast, c'est de vous donner des informations complètes sur un sujet pour qu'au fur et à mesure des sujets que vous allez cumuler, vous puissiez vraiment avoir une vision globale des choses pour en fait dézoomer d'une certaine manière et faire les meilleurs choix pour vous. C'est le principe même de la formation Inginutri, c'est le principe même de tout ce que je vous transmets en fait en général. Donc voilà, ça c'est c'est important et quoi qu'il arrive, posez-moi des questions s'il vous plaît, mettez-moi vos commentaires sous les épisodes, sous les vidéos YouTube parce que c'est ce qui permet d'aller plus loin et je prendrai toujours le temps de répondre en début d'épisode s'il y a des questions en suspens. Voilà pour ça. Alors maintenant, pour notre vitamine D, il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est de voir déjà ses rôles, ses bénéfices et puis surtout ce que nous montrent les études. Et on va voir que cette vitamine D, elle est importante pour quasiment tous nos systèmes. Alors déjà au niveau de la santé des os, c'est elle qui va permettre d'absorber et de fixer le calcium et le phosphore au niveau des os, donc c'est important pour leur minéralisation. Ça va lutter contre le rachitisme chez les enfants, contre l'ostéoporose pour les personnes âgées. Et puis de manière générale, en fait, c'est elle qui permet d'avoir une bonne densité osseuse. On sait d'ailleurs qu'une personne qui est carencée en vitamine D a 33% de chances en plus d'avoir des fractures.
Ensuite, au niveau musculaire, elle va participer à la fois à la contraction des muscles et elle va aussi permettre un renouvellement des fibres musculaires. Chez les personnes âgées, c'est extrêmement important parce que quand on a un bon taux en vitamine D, on a 50% de risque en moins de tomber et donc potentiellement de se fracturer. Mais ça, c'est aussi grâce au bon fonctionnement musculaire. D'accord ? Ce n'est pas que en lien avec la solidité osseuse. Ensuite, si vous avez déjà regardé ma masterclass qui est sur YouTube sur l'inflammation, vous savez que la vitamine D est extrêmement importante, mais aussi pour le bon fonctionnement immunitaire. Et là, on a des chiffres très intéressants. En fait, elle va à la fois stimuler l'immunité innée et adaptative. Donc ça, c'est des choses dont je vous parle aussi. J'avais fait une fiche mémo durant la période Covid où je vous avais fait un protocole antiviral. Donc vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le site de l'Académie, toutes les fiches mémo, dont ce protocole antiviral. Et je vous explique très brièvement la différence entre immunité innée et adaptative. Ça peut être intéressant aussi de télécharger cette fiche pour avoir des informations spécifiques pour l'hiver. Mais en tout cas, la vitamine D joue un rôle important par rapport à ce bon fonctionnement immunitaire. On sait aussi que quand on a un bon taux, ça va diminuer la fréquence des infections respiratoires. Et là, en l'occurrence, les études nous montrent qu'une supplémentation réduit de 42% les infections respiratoires aiguës. Et de manière plus spécifique sur des réactions du système immunitaire comme les allergies, un déficit va augmenter les risques et les fréquences des allergies, que ce soit allergies alimentaires, dermatite atopique, mais aussi l'asthme. D'ailleurs, les carences C doublent souvent leur risque d'asthme sévère. Ensuite, au niveau du système nerveux, de la santé cognitive, la vitamine D est très importante. Elle joue un rôle fondamental par rapport à la neurotransmission, par rapport au bon fonctionnement du système nerveux et la communication des informations nerveuses. Elle a un effet protecteur contre le déclin cognitif. On sait qu'une personne qui a un taux normal de vitamine D a 40% de risque en moins de développer la maladie d'Alzheimer, ce qui est énorme. Elle a aussi un impact majeur sur notre humeur, sur notre niveau de concentration, sur nos niveaux d'anxiété aussi. D'ailleurs, à part avec un dosage, il est difficile de savoir si on a des déficits en vitamine D, mais on peut observer, en tout cas dans la clinique, c'est-à-dire sans analyse, mais juste avec l'observation des symptômes, que quand il y a de la fatigue, quand il y a de l'irritabilité, quand on a des idées noires ou du mal à se concentrer ou tout simplement qu'on est un peu en dep, alors je ne parle pas d'une dépression, je parle juste d'une espèce de déprime saisonnière, ça peut être en lien avec le manque de luminosité, mais aussi en lien avec le manque de vitamine D. Et concernant les dépressions, justement, une carence égale 55% de risque en plus d'avoir une dépression. Donc pensez à prendre votre vitamine D encore une fois. Il y a aussi un phénomène qu'on connaît moins bien, mais dans les pathologies psychiatriques et notamment dans la bipolarité, il y a une corrélation qui a été faite entre ces pathologies-là et des carences. J'ai d'ailleurs accompagné des personnes qui, alors pas directement des personnes qui souffraient de bipolarité, mais des personnes dont les proches en souffraient. Et à chaque fois, j'ai été leur dire, allez voir les taux de vitamine D qu'ils ont. Et à chaque fois, c'était une catastrophe. Donc ça devrait faire partie, en fait, dans toutes les pathologies psychiatriques, on devrait aller voir ce qui se passe au niveau de la vitamine D. Maintenant, au niveau de la fertilité et des hormones. Alors, je vous ai fait 2 podcasts sur la grossesse, sur comment se préparer, hommes et femmes, à devenir parents, à préparer une conception, une grossesse. C'est extrêmement important parce que mieux on s'y prépare, mieux on le vit et surtout le postpartum se passe beaucoup mieux, ce qui est bénéfique pour la maman mais aussi pour le papa. Donc je vous invite à aller écouter ces 2 épisodes-là si c'est des sujets qui vous intéressent ou qui sont d'actualité pour vous ou certains de vos proches. Mais sachez que la vitamine D est hyper importante au niveau de la fertilité. On sait qu'un taux idéal va favoriser la régulation des hormones sexuelles et notamment la maturité des ovules, la mobilité et la qualité aussi des spermatozoïdes. Ça va aussi à la fois soutenir la phase lutéale, permettre une bonne implantation de l'embryon et permettre un meilleur développement placentaire, donc bénéfique à tous les niveaux. On sait d'ailleurs qu'un bon taux de vitamine D, c'est 35% de chances en plus de concevoir. Okay ? Et chez les femmes qui souffrent de SOPK, ça améliore la régularité des cycles jusqu'à 60% si elles ont des bons taux de vitamine D. Et ça, c'est très important pour les personnes qui souffrent de syndrome des ovaires polykystiques parce que c'est justement parce qu'il y a un manque de régularité dans les cycles qu'on a du mal à concevoir aussi. Donc pour ça, extrêmement soutenant. Maintenant, clairement, vitamine D, c'est aussi lié au métabolisme, à notre niveau d'énergie, à notre sensation de fatigue. Pourquoi ? Parce que la vitamine D participe grandement au métabolisme énergétique des mitochondries. Vous savez, les mitochondries, c'est ces petits poumons cellulaires. C'est là qu'on va avoir toute la formation d'ATP, cette énergie cellulaire qui est produite. Et la vitamine D est très importante dans ces processus mitochondriaux. Et un déficit est associé à plus de 70% de risque de fatigue chronique.
Puisqu'on a vu précédemment aussi que la vitamine D agit sur l'inflammation systémique, quand on a une inflammation, on a beaucoup plus de fatigue aussi. Donc forcément, en améliorant l'inflammation, il y a aussi moins de fatigue. Ensuite, au niveau des pathologies, alors au niveau des maladies cardiaques, cardiovasculaires, une carence en vitamine D augmente de 57% le risque de développer ces pathologies. Au niveau du diabète, une carence augmente de 38% le risque de diabète de type 2. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la vitamine D va améliorer quoi qu'il arrive chez tout le monde. Donc, c'est des études qui ont été faites chez tous les diabétiques, type 1, type 2, mais aussi chez des prédiabétiques. On se rend compte qu'une supplémentation en vitamine D, ou en tout cas quand on atteint un taux idéal, on a une meilleure sensibilité à l'insuline, il y a un meilleur contrôle de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang. La vitamine D va aussi jouer un rôle protecteur sur les cellules pancréatiques qui créent en fait l'insuline. Et on a de manière générale une diminution de l'inflammation chronique au niveau du pancréas. Donc dans ces pathologies-là, il faut aussi y penser. Et enfin, on a énormément de chiffres concernant les cancers. De manière générale, un bon taux de vitamine D, et pour moi un bon taux c'est 80 nanogrammes par millilitre de sang. Ça va nous aider à nous prémunir contre de nombreux cancers, à commencer par le cancer du sein, de l'utérus, du pancréas, certains lymphomes et bien d'autres encore. J'ai un tableau quelque part où on voit que entre 70 et 80 nanogrammes de vitamine D par millilitre, on a une réduction de 67% du cancer du corps utérin, de 75% des cancers du rein, de 66% du cancer de la vessie, de 50% des leucémies, de 65% du cancer du pancréas, de 80% du cancer du côlon. C'est juste hallucinant en fait. Et là, j'avais envie de faire une mention sur le fait que au niveau des laboratoires aujourd'hui, on a tendance à vous dire qu'entre 50 et 60 nanogrammes par millilitre, c'est le bon dosage, alors que non. Les dernières études, les dernières enquêtes qui sont faites, et d'ailleurs je remercie Nicolas Blassel qui a fait une énorme enquête sur la vitamine D, qu'il a publiée aussi sur YouTube, et qui a mis en avant de nombreuses études qui montrent que ces 80 nanogrammes par millilitre sont fondamentaux pour se prémunir contre toutes ces pathologies. Dans son travail, dans son enquête, ce qu'il a aussi révélé, et c'est encore malheureusement d'actualité, et j'en ai parlé aussi dans ma conférence du mois de septembre, qui a été une conférence privée, et c'est pour ça que je reprends aujourd'hui toutes ces informations en podcast, c'est que les médecins ne sont formés que sur les propriétés en fait préventives ou les effets en fait qu'ont la vitamine D sur le rachitisme, sur l'ostéomalacie et sur l'ostéoporose. Tout ce qui est en lien avec l'inflammation, l'immunité, les cancers, les diabètes, les maladies cardiovasculaires, la fertilité, ça passe complètement à l'as. Parallèlement à ça, depuis quelques années maintenant, la Sécurité sociale a bien informé les médecins que le dosage de vitamine D, les analyses de sang en vitamine D n'étaient plus remboursées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est très compliqué en fait, de se faire prescrire un dosage en vitamine D. Déjà, parce que les médecins vont dire ma petite dame, vous n'avez pas 55 ans, il n'y a pas d'ostéoporose, vous attendrez d'être vieille pour faire le dosage, parce que voilà, c'est basé sur leur formation. Et puis, il n'y a pas de remboursement. Donc moi, l'invitation, c'est de vous dire, si vous avez 15 ou 20 balles à mettre quelque part, c'est dans un dosage de vitamine D. C'est extrêmement important. Ce que je reconseille souvent par rapport à ça, c'est faites un dosage, vous voyez où vous en êtes. Montez jusqu'à 80 nanogrammes, donc pour ça, vous faites un dosage, par exemple J1, vous faites un dosage, vous vous supplémentez. Au bout d'un mois ou 2 mois, vous voyez où vous en êtes, d'accord ? Et ensuite, vous faites un dosage à peu près tous les 3 mois pendant 1 an. Ça va vous donner une idée sur une année, en fait, de comment ça se passe au niveau de vos apports, de votre supplémentation, s'il y a des choses à adapter ou non. C'est pour moi la meilleure manière d'agir de manière préventive parce que c'est tellement important, cette vitamine D. On considère d'ailleurs souvent que c'est plus une hormone qu'une vitamine, tellement elle agit à tous les niveaux. Maintenant, je pense que la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que l'ANSES nous dit que 80% de la population est carencée et pourquoi une supplémentation semble obligatoire. Et pour répondre à cette question, je pense qu'il est important de mettre en lumière le fonctionnement de l'absorption, de la transformation de la vitamine D, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprendra jamais pourquoi est-ce qu'il faut supplémenter en fait. Et je pense qu'avant toute chose, il faut comprendre cette question de longueur d'onde des UVB qui nous permettent de produire de la vitamine D. Et c'est un point essentiel qu'en fait presque personne connaît, et ça explique pourquoi on pourrait passer des heures au soleil sans jamais produire une seule goutte de vitamine D. Et ça, c'est selon la saison, la latitude, l'heure à laquelle on s'expose, le niveau de pollution de là où on vit, et des facteurs plus personnels qu'on va voir aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitamine D, elle se forme avant tout via une réaction qui est photochimique, qui dépend de la longueur d'onde des UVB,
qui vont passer à travers la peau, qui vont activer une molécule particulière et qui, grâce au processus de transformation et certains cofacteurs, va nous permettre d'avoir une vitamine D active. Donc voyons ça en détail. Déjà, l'étape 1, c'est de savoir que dans notre peau, nous avons tous une molécule spécifique qu'on appelle le 7-déhydrocholestérol. Cette quantité de cette molécule va dépendre de notre âge, du cholestérol que l'on ingère ou que le corps produit, de certains médicaments qu'on va prendre qui peuvent moduler notre niveau de cholestérol et de la génétique. Alors autant vous dire que les campagnes anti-cholestérol ont fait beaucoup de bazar et je vais juste vous dire les médicaments qui sont liés. Alors bien sûr les statines, clairement. J'en parlais récemment, mais le scandale des statines et des médicaments anti-cholestérol, c'est quand même assez grave. Donc je vous invite à lire Cholestérol, mensonges et propagande. Et pour les élèves qui font ma formation, vous avez un chapitre dédié sur le cholestérol parce qu'il y a vraiment beaucoup de conneries qui circulent. Donc les statines, les corticostéroïdes également sont des médicaments qui vont diminuer la production de vitamine D parce qu'en fait ça augmente la dégradation de ce 7-DHC, on l'appelle comme ça, ce 7-déhydrocholestérol. Ensuite tout ce qui est les antiépileptiques, plus rares mais les antirétroviraux, donc les médicaments anti-VIH, les antifongiques également. Alors les antifongiques, ça va interférer avec la voie du cholestérol, mais attention quand même, encore une fois, à faire preuve de discernement. Je vous parle des médicaments qui sont pris sur le long cours. Si vous prenez un antifongique parce que vous rentrez de vacances, que vous êtes chopé une candidose et que vous prenez un traitement, c'est pas grave, d'accord? C'est pas ce qui va vous bousiller votre santé. Je parle plus de médicaments qui sont pris sur le long terme. Les médicaments pour perdre du poids également, par exemple l'orlistat, ça diminue l'absorption des graisses et donc des vitamines liposolubles et c'est ce qui peut donc réduire la disponibilité de ce 7-DHC. On va avoir aussi bien sûr les médicaments qui visent à réduire le cholestérol comme les cholestyramines ou les antituberculeux. Voilà, ça vous donne une idée. Sachez que si vous prenez ces traitements, c'est important de bien vous supplémenter en vitamine D3 active parce que vous avez clairement des carences. Donc une fois qu'on a compris qu'on a une certaine quantité de déhydrocholestérol dans la peau, il faut ajouter d'autres facteurs comme votre mélanine. Plus vous avez une peau épaisse, foncée, plus votre temps d'exposition nécessaire pour cette transformation de cette molécule en vitamine D est important. Va être long en fait. On considère que pour les peaux foncées, c'est 3 à 5 fois plus de temps d'exposition nécessaire. La latitude et la saison aussi va beaucoup jouer. Pourquoi? Parce que je vous parlais de cette longueur d'onde. Au niveau des chiffres, on est entre 290 et 315 nanomètres de longueur d'onde pour que ça fonctionne. Ce qui veut dire que clairement, d'octobre à mars, voire d'octobre à mai, vous oubliez, vous pourrez vous exposer, ça ne va pas passer, je parle là de la France. Ça ne va pas fonctionner. Idem au niveau de l'heure, ça va être en général entre 11h et 16h qu'on va avoir la bonne longueur d'onde. Donc c'est des facteurs à prendre en compte. Et puis la pollution atmosphérique qui peut bloquer de 40 à 90% les UVB efficaces. Sachez que si vous vous mettez en terrasse dans des villes très polluées, vous allez de base moins bien assimiler, en fait, absorber ces UVB. Maintenant, ça c'est l'étape 1, ok? Cette question d'exposition, donc concrètement d'avril à septembre, de 11h à 16h, ce qui est recommandé, c'est de s'exposer 20 à 30 minutes sans lunettes de soleil et sans crème solaire. Pourquoi les lunettes de soleil, c'est important? Le fait d'enlever vos lunettes de soleil va envoyer à votre corps, à travers la rétine, l'information de l'intensité lumineuse. Plus il y a une intensité lumineuse qui est enregistrée, plus votre corps va comprendre que là, ça tape fort et il va sécréter ce qui est nécessaire pour vous protéger. C'est aussi à cause du port de lunettes de soleil qu'on a des dérégulations du système circadien, du cycle circadien, et qu'on peut avoir aussi plus de sensibilité cutanée à l'exposition solaire. Et là, je fais aussi une parenthèse parce qu'on me pose souvent la question, on me dit « Ah oui, mais moi, on m'avait dit de plutôt m'exposer le matin. » Ben oui, mais on parle d'autre chose. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez le matin, que vous regardez les rayons du soleil, que vous vous mettez dehors, même si vous ne voyez pas le soleil parce qu'il y a des nuages, il y a des UVB, il y a des rayons qui vont passer, et ça va donner l'indication à votre cycle circadien de dire « Ah, on est dehors, il fait jour, très bien, il est temps de bouger, il est temps de se réveiller, c'est le moment où on va sécréter toutes les hormones, toute cette chaîne d'hormones, de neurotransmetteurs nécessaires pour accomplir notre journée, à commencer le matin par la dopamine, ok ? Puis l'acétylcholine, etc., etc. Toutes ces choses, en fait, qui font qu'on va être concentré, qu'on va être alerte, qu'on va avoir ce sentiment d'énergie. Et à l'inverse, quand on regarde un coucher de soleil le soir, les infrarouges qu'on capte, parce que les couchers de soleil apportent beaucoup d'infrarouges,
les infrarouges qu'on va capter aussi à travers notre œil vont permettre de donner l'information à notre cerveau de dire c'est le coucher du soleil. Donc c'est le moment de ralentir, c'est le moment de calmer, de sécréter de la sérotonine, puis de la mélatonine pour mieux dormir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que les personnes qui regardent un coucher de soleil, elles vont avoir un impact moindre des lumières bleues, même si elles regardent des écrans après le coucher de soleil. Alors attention, ce n'est pas une excuse pour aller regarder des films après le coucher du soleil, mais en tout cas, ça a un impact parce qu'on a déjà envoyé l'information au cerveau pour dire « calm down », là on ralentit. Donc de s'exposer à l'extérieur quelques minutes matin et soir, c'est très bénéfique pour votre cycle circadien. Mais pour votre vitamine D, c'est entre 11h et 16h, sans crème, sans protection. On y va, on s'expose avec le plus de peau possible. Donc l'idée, c'est pas de vous mettre en slip dans la rue, hein, d'accord? Parce que là, on va venir vous chercher à un moment donné. Mais bon, vous avez compris, dénudez vos bras, exposez-vous. Puis surtout, durant ces périodes d'avril à octobre, en général, soit on a des jupes, soit on a des t-shirts, des shorts. Et ça permet de bien en profiter. Donc ça, c'est fondamental pour votre vitamine D. Maintenant, la deuxième étape de transformation. Grâce au soleil, grâce à votre molécule cutanée, on va avoir cette prévitamine D qui va être active, qui va être produite, et elle va devoir se transformer en cholécalciférol qu'on appelle notre vitamine D3, c'est-à-dire c'est le supplément que vous prenez quand vous l'achetez directement. Mais cette conversion, elle dépend de la température de votre peau, et ce qui est très intéressant, c'est que la chaleur corporelle va permettre cette conversion, et cette chaleur corporelle, cette conversion en fait, va continuer même après l'exposition. Donc vous voyez juste l'intelligence du corps. C'est-à-dire que je me dis quand même, le créateur qui nous a conçus, c'est quand même balèze. Parce qu'en fait, on sait qu'on va avoir une longueur d'onde spécifique qui va faire que ça va stimuler cette hormone. Ça va créer de la chaleur corporelle. Et cette chaleur va permettre de continuer la conversion. Donc, et c'est un cofacteur essentiel en fait. Donc c'est pourquoi d'ailleurs on vous dit quand vous prenez de la vitamine D, prenez tout de suite la D3 active. Parce que si vous prenez la pré-vitamine D, ça ne fonctionnera pas en fait, parce qu'il n'y a pas ce phénomène de chaleur. Donc c'est un processus magique et quand on peut le faire, faisons-le. Et puis enfin, vous avez une troisième étape de conversion qui se passe au niveau hépatique, puis au niveau rénal. C'est vraiment là qu'on va avoir cette D3 active qui va être produite. Donc au niveau du foie, cette transformation va se faire à condition qu'on ait suffisamment de magnésium. Je vais vous parler du magnésium et des meilleures formes de magnésium à prendre parce que comme la vitamine D, plus de 80% des Français sont carencés. Et puis, dans le rein, il y a le magnésium qu'on retrouve, il y a la vitamine K2. Elle va travailler en synergie pour faciliter l'assimilation du calcium au niveau des dents, au niveau des os, au lieu que ça aille directement dans les artères et que ça cause des problèmes de santé. Je vais en reparler tout à l'heure. Il n'y a pas toujours besoin de prendre de la K2 quand on prend de la vitamine D parce que notre corps en produit, notre microbiote en produit. Mais je reviendrai quand je parlerai de la supplémentation plus en détail sur ça. Mais en tout cas, la vitamine K2 est un cofacteur. Il y a également le zinc, le bore, la vitamine A et les hormones thyroïdiennes qui sont importantes. C'est là qu'on voit, et comme toujours et dans les formations, j'en parle tout le temps, que c'est jamais un supplément qui va résoudre le problème de ce qu'on peut avoir au niveau de santé, au niveau de nos symptômes, parce qu'il y a toute une synergie. Et en l'occurrence, pour la vitamine D, c'est pourquoi on précise toujours que c'est la D3, la forme active qu'on prend en supplémentation. Pour continuer sur ma lancée par rapport au fait que beaucoup de gens sont carencés, déjà maintenant vous avez compris que tout se joue avec l'exposition solaire et puis ce qui se passe au niveau cutané. Le fait qu'on manque de cofacteurs ou qu'on ait des troubles thyroïdiens peut jouer. Mais il y a aussi le fait qu'il y a très peu d'aliments en fait, qui sont riches en vitamine D. Et en réalité, le seul aliment qui pourrait être intéressant, on va dire supplément, c'est l'huile de foie de morue. Selon les dosages, et c'est assez large, vous allez avoir entre 250 et 1000 unités internationales par cuillère à café. Mais pour le reste, alors ok, les aliments les plus riches, c'est le hareng, donc les petits poissons gras en fait. Donc on a le hareng, les maquereaux, les sardines. Saumon, truite, thon, je ne conseille pas parce qu'il y a beaucoup trop de métaux lourds dans ces poissons-là. Mais il faudrait consommer des quantités pas possibles de poissons pour avoir les dosages dont on a besoin vraiment quotidiennement. Donc je ne vais pas m'attarder sincèrement sur les aliments, les œufs en contiennent. Vous avez également le foie de veau, le beurre, etc. Mais les dosages sont vraiment nuls. C'est vraiment pas ça qui va changer la tambouille. Et puis, ce qu'il faut enfin savoir, c'est qu'on peut avoir des carences parce qu'il y a un manque de biodisponibilité. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal à assimiler cette vitamine D, ça va avoir du mal à passer dans le sang parce que vous avez par exemple une perméabilité intestinale. Ou alors, si vous avez du surpoids, tout simplement parce que le stockage va se faire de la vitamine D dans le tissu adipeux.
Et donc, s'il y a trop de graisse, eh bien, sa vitamine D peut rester stockée là. Et il y aura moins en fait, de biodisponibilité, moins d'assimilation. Ok. Alors, maintenant vient la question fatidique de comment se supplémenter et à quel dosage. Entre-temps, je me suis fait une petite pause volée, comme hier. J'aime bien enregistrer vers 14 h, donc à chaque fois, j'ai le soleil qui arrive dans la tronche. Alors, au niveau de la supplémentation, déjà, prenez toujours une vitamine D plutôt en format huileux et en format spray, parce que c'est une vitamine qui est liposoluble. Maintenant, ce n'est pas une excuse pour la prendre à jeun le matin ou en dehors des repas. Vous la prenez toujours au repas le plus riche. Pourquoi? Parce qu'elle sera beaucoup mieux assimilée. Première chose. Maintenant, au niveau du dosage, avant toute chose, faites un bilan. On ne se supplémente pas à l'aveuglette parce que l'excès de vitamine D est aussi néfaste. Donc vous faites un dosage, ça va vous coûter 15-20 balles, d'accord? Ne vous cassez pas la tête à essayer de négocier avec votre médecin. Juste vous mettez ce budget pendant quelques mois, mais ça va vraiment, c'est un acte de prévention santé majeur. Donc jour 0, vous faites des analyses. Vous voyez où vous en êtes. Supposons que vous êtes déjà à 80 unités internationales par jour, parce que vous vous supplémentez, vous savez faire, génial. Ce qui va vous permettre de stabiliser ce taux-là, ça va être de continuer à prendre quotidiennement 75 unités internationales par jour par kilo de poids. Je vais vous faire une petite fiche mémo. Je remercie Manon qui travaille avec moi, qui s'occupe des petites mises en page et des publications, etc. On va vous faire une fiche mémo où je vais vous remettre ces dosages. D'accord? Donc sous cette vidéo ou en descriptif du podcast, vous le retrouverez. Donc 75 unités internationales par jour pour stabiliser. Si vous avez une carence, c'est-à-dire vous n'êtes pas à 80 nanogrammes par millilitre dans le sang, vous êtes à 40, eh bien prenez 10 000 unités internationales par jour jusqu'à remonter. On considère que si vous prenez 10 000 UI tous les jours pendant un mois, vous remontez en moyenne de 20 nanogrammes, d'accord, par mois. Donc concrètement, pour passer de 40 à 80, vous devrez être à peu près pendant 2 mois à 10 000 UI par jour. Et n'ayez pas peur de ces 10 000 UI. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils prescrivent tout le temps. Et on a même l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui, en cas de carence, conseille de monter jusqu'à 20 000 UI par jour. Donc pas de panique. N'allez pas au-delà. Je parle des doses adultes, mais c'est très bien. Ensuite, est-ce qu'il faut la coupler à la K2? Alors c'est vrai que la K2, elle peut être intéressante parce qu'elle va permettre de mieux fixer le calcium au niveau des os et des dents. Maintenant, ce n'est pas une obligation, surtout comme je disais précédemment, si vous avez un bon microbiote, et quoi qu'il arrive, on ne prendra pas de vitamine K2 si vous êtes sous anticoagulants. Moi, souvent, ce que je conseille, pour faire simple, c'est vous prenez une vitamine D avec de la K2, la dose journalière qui est recommandée. Je ne sais pas, supposons que vous ayez 1000 UI, d'accord, de vitamine D couplée à votre K2. Ça va vraiment dépendre du complément que vous avez. Parce que maintenant, on les vend souvent associés. Et puis après, vous pouvez prendre un complément de vitamine D normal, dans lequel il n'y a pas de K2, juste pour atteindre vos taux. Si vous avez 5000 unités internationales par jour, ben vous complétez de 4000 UI. Vous me suivez? Donc c'est juste d'avoir... Alors je sais que pour certains, ça peut être un peu compliqué. Vous allez vous dire, ah mais ça me fait 2 compléments. En fait, c'est juste un automatisme à avoir. Et puis encore une fois, ce n'est pas forcément systématique parce que des fois, on m'a demandé, je vais tout de suite répondre à cette question, ça va me permettre de faire le pont. On me disait, est-ce qu'il faut doser le calcium si on prend la vitamine D? Alors j'ai eu tendance à dire oui, alors qu'en réalité, aujourd'hui, je dirais que ça dépend des cas en fait. Pourquoi? Parce que la vitamine D va augmenter l'absorption du calcium intestinal, mais seulement si le corps en a besoin. Et aussi parce qu'en général, un adulte en bonne santé n'a pas d'hypercalcémie, c'est-à-dire trop de calcium au niveau des artères ou du sang. Ce qui va favoriser que le calcium augmente, ça va être l'insuffisance rénale, l'hyperparathyroïdie et sinon la prise de vitamine D massive, c'est-à-dire quand vous êtes au-dessus de 10 000 unités internationales par jour sur du long cours. D'accord? Donc voilà, moi c'est pourquoi, par mesure de précaution, je vous dis très bien, prenez la vitamine D et la K2 si vous voulez, et vous complémentez avec la vitamine D. Sinon, vous prenez que votre vitamine D pour ne pas vous enquiquiner, et vous faites des dosages. Ok? Alors pour les enfants, on ne va pas avoir les mêmes quantités que chez les adultes parce que leur peau synthétise plus efficacement la vitamine D et leur métabolisme osseux aussi est différent. Donc on va être en général entre 20 et 40 UI par kilo de poids par jour. Donc idem, dans la fiche mémo, je vous ai remis tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maximum pédiatrique, c'est 1000 UI par jour sans surveillance médicale. Je vous ai mis aussi par kilo à peu près les dosages, comme ça vous retrouvez tout dans la fiche mémo, ce sera plus simple qu'entendre des chiffres comme ça à l'oral. Alors maintenant, la question qui m'a été très souvent posée, c'est que penser des ampoules? Vous savez, ces bolus, ce qui est pris, par exemple, vous prenez 100 000 UI, ça vous fait le mois, ça vous fait les 3 mois.
Et clairement, les études nous montrent que c'est pas bénéfique. Vous n'avez pas du tout à avoir les mêmes résultats qu'avec un dosage quotidien. Et c'est quelque chose que je vous dis depuis des années, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui nous le montrent. Et ce qui est intéressant, c'est que, on sait que ça ne respecte pas la physiologie naturelle du corps, parce qu'en fait, le corps va recevoir une dose de vitamine D, puis plus rien pendant 30-90 jours. Et ce qu'on observe, c'est que ça monte en flèche, mais 2 à 3 semaines après, ça s'écroule et on redescend parfois même plus bas que ce qu'on avait avant. Voilà. Ensuite, ça s'explique aussi parce que la conversion hépatique, elle est saturée. Vous l'avez vu tout à l'heure, le fonctionnement hépatique et rénal est important pour cette conversion. Là, quand vous lui mettez une dose énorme, en fait, les organes ne peuvent pas suivre. C'est logique. C'est comme si, en fait, je vous disais, tu sais quoi, tu vas t'exposer pendant 3 jours non-stop, soleil, cul nu, pas de crème, rien du tout. Et puis pendant 3 mois, tu vas t'enfermer dans une cave. Ça n'a aucun sens, d'accord? Mais c'est exactement pareil avec la supplémentation. Voilà. Et puis en plus, on a aussi le risque d'augmenter trop vite le calcium. C'est rare, mais ça peut arriver. Surtout s'il n'y a pas assez de K2 et surtout s'il n'y a pas assez de magnésium. Donc aucun intérêt, on dégage tout ça. Voilà pour tout ce qu'il y a à savoir sur la vitamine D. Donc je vous invite à retrouver les dosages dans la fiche mémo en descriptif. Et puis pour les laboratoires, pareil, je vous ai mis des suggestions. Moi j'aime beaucoup le laboratoire IFAS d'Atera, qui est expert en mycothérapie. Ils ont aussi une très bonne vitamine D. Vous savez que j'adore les laboratoires COPMED depuis toujours, avant même de me lancer sur les réseaux. Quand je pratiquais en cabinet, j'avais rencontré les représentants et je sais en fait qu'ils travaillent, qu'ils ont une conscience en fait aussi bioénergétique. Par exemple, quand vous commandez de la gémothérapie ou des remèdes à base de plantes, ils maintiennent la dynamisation des remèdes grâce à des flacons qui sont aimantés. Donc peut-être que je parle chinois pour certaines personnes, mais pour les naturaux, vous comprendrez. Ils sont très vigilants à l'aspect bioénergétique des lieux, de leur personnel. Donc il y a vraiment une approche holistique que j'aime beaucoup chez COPMED. Donc sachez que si vous commandez votre vitamine D chez eux, vous avez une réduction avec le code Lisa Salis. Vous avez 10% de réduction. Donc vous pouvez en profiter. Et sachez que sur mon compte Instagram, vous avez un post qui vous aide à bien choisir vos compléments alimentaires. Donc vous pouvez vous y référer pour faire les bons choix. Voilà, mesdames et messieurs, pour cet épisode sur la vitamine D, je vous demanderai s'il vous plaît de commenter, de partager, de mettre un petit pouce, de mettre des étoiles. Vous savez, j'ai une approche très aussi spirituelle, énergétique des choses. Pour ma part, je crois en le karma et je crois en la loi du don et du recevoir. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris dans mon parcours, c'est qu'avant même de demander quelque chose, on offre. Et c'est un principe même, pour moi, c'est une loi universelle en fait. Et cette loi d'échange, elle est importante. Et la question n'est pas du tout de mettre de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est juste de rendre quand on reçoit ou d'être en gratitude. Donc quand vous me mettez un merci, quand vous mettez un commentaire, quand vous partagez, quand vous notez, c'est une manière de rendre. Et avec ma vision, c'est une manière de ne pas créer de karma. Pourquoi? Parce que quand on donne et qu'on ne reçoit pas en échange, c'est comme si ça crée une dette en fait chez l'autre. Donc la meilleure manière de ne pas avoir de dette, c'est de rendre à votre manière quelle qu'elle soit. Voilà, c'est dit, après vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je vous partage ma vision. En attendant, je vous laisse avec toutes ces informations pour aujourd'hui. Il est possible que du coup, COPMED soit en rupture de vitamine D, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, bonne intégration de tout ça et je vous retrouve demain pour un prochain épisode. Bisous.